Bonjour à tous, il est 7h et bienvenue dans Bonjour Omerta. Pour la 3e fois ce mois-ci, je reçois ce matin Laurent Braillard qui enquête depuis plusieurs années sur les crimes commis dans le conflit russo-ukrainien, notamment les persécutions commises par le SBU ou encore les victimes de répression religieuse. Et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder les crimes de guerre, à savoir les massacres ethniques et communautaires, mais aussi l'organisation qui se cache derrière tout ça. Monsieur Braillard, bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Merci de votre invitation, c'est toujours un plaisir. Alors depuis 3 semaines, on discute ensemble de la réalisation de votre enquête de terrain sur la guerre russo-ukrainienne. Dans le premier épisode, on a partagé, vous nous avez partagé les témoignages de personnes persécutées par le SBU que vous avez rencontrés. Lundi dernier, on a parlé de répression religieuse. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la déshumanisation. Alors, la déshumanisation, comment ? Eh bien, on va aborder les crimes de guerre, notamment les massacres ethniques et communautaires, mais aussi l'organisation qui se cache derrière tout ça, comment sont donnés les ordres. On va faire un petit point là-dessus. Et pour commencer un peu l'entretien, justement, selon vous, comment déjà on définit un crime de guerre aujourd'hui ? C'est un peu une vieille histoire dans l'humanité. Le crime de guerre, ce sont des militaires, puisque là on parle de crimes de guerre ou de forces de police, en tout cas voilà, qui s'attaquent à des civils, des armées, pour différentes raisons. Et là, pour le coup, dans le cas du Donbass, bien, aussi pour des raisons ethniques, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu enquêter sur ces crimes de guerre ? Comment vous avez eu accès à certaines informations ? Comment ça s'est organisé, cette enquête ? C'est en fait un pur hasard. C'est comme je suis resté très longtemps la première fois, 1 an complet. 1 an, c'est long. 1 an sur le front du Donbass, c'est long. Donc on rencontre des gens, on tire des fils, on en rencontre d'autres. Et puis est arrivé un jour où j'ai rencontré quelqu'un qui a commencé de me parler de ces massacres qui n'étaient pas très connus. Donc, dans les précédents épisodes, on a parlé un peu d'Odessa, on a parlé de Mariupol, mais c'était dans des contextes quand même très particuliers. Bon, c'est quand même des massacres. Et voilà, j'ai rencontré les premiers survivants de certains de ces massacres plus petits, totalement inconnus, et qui sont dans la traînée de l'armée, dans l'avancée de l'armée ukrainienne dans ces régions insurgées, parce qu'à l'époque, évidemment, c'est une insurrection. Donc, il y a un aspect ethnique très fort, c'est-à-dire des Ukrainiens. Pas toujours d'ailleurs, parfois c'est des Russes ethniques, ce qui est absolument absurde, qui s'attaquent à d'autres, et de toute façon c'est des Slaves qui s'attaquent à d'autres Slaves, voilà. Eh bien, est-ce que vous pouvez justement nous partager un petit peu quelques témoignages que vous avez réussi à avoir ? Est-ce que vous avez pu rencontrer des personnes justement qui ont vécu ça de très près ? Vous l'avez dit, des survivants. Quels ont été les témoignages que vous avez réussi à avoir ? Les 2 premiers, c'est donc Oleg et Vitali à Mariupol, qui m'ont parlé du massacre de Mariupol qui est vraiment occulté. Même en Russie, c'est quelque chose qui est passé un peu à l'as. Pour remettre un petit peu les circonstances, la ville s'insurge, on est entre le 7 et le 9 mai. Le 9 mai, la fête est évidemment très tendue, puisque c'est la fête de la victoire contre l'Allemagne nazie, et les Ukrainiens ne veulent pas en entendre parler. D'ailleurs, maintenant, ils parlent du 8 mai et pas du 9 mai. La subtilité, c'est que la capitulation allemande a été signée à l'heure de Berlin le 8 mai, mais à l'heure de Moscou le 9 mai. Et les Soviétiques ont gardé ce 9 mai. Donc, les Ukrainiens ont joué sur cette subtilité pour dire « nous, on ne veut plus de la fête soviétique », entre guillemets. Et nous, en plus, avec l'idée de collaboration, bien sûr, de Bandera, etc. Donc, il y avait un aspect politique. Donc, ça a déclenché des émeutes. Les gens sont descendus dans la rue, voulaient fêter cette fête, sont sortis avec le ruban de Saint-Georges. Le ruban de Saint-Georges, c'est des couleurs de l'époque du Tsar, d'une médaille qui s'appelle la médaille de Saint-Georges, qui a été remise d'actualité à l'époque de Staline, de l'armée rouge, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est devenu un symbole très fort de cette commémoration. Donc ce symbole a été interdit en Ukraine comme étant l'expression du communisme, l'expression de l'Union soviétique. Dans cet aspect, justement, Bandera luttant contre l'armée rouge, il y avait un aspect ici nationaliste pour dire nous,
Ça a déclenché cette insurrection et la ville a été reprise le 13 juin. Entre-temps, il y a eu le référendum du 11 mai, donc où les gens ont voté pour la séparation de l'Ukraine. Et le 13 juin, la ville est reprise. Et là, il y a des répressions assez importantes. On ne sait pas combien. Alors, c'est 2 résistants. L'un d'eux, Vitali, m'a parlé des fosses communes et Oleg aussi. Donc, ce sont des endroits. On ne sait pas combien il y a eu de morts et jusqu'à présent, il n'y a aucune enquête. Les Russes ont un peu cherché, mais avec l'aspect guerre, pour l'instant, c'est encore souterrain. Je pense que ça mènera plus tard. Entre 2 et 600 morts. C'est pas très clair. Vitali raconte, je l'ai déjà dit, il jetait des corps parfois d'un hélicoptère dans des trous de mines, parce qu'il y a beaucoup de carrières et de mines, bien sûr, dans le Donbass. Donc ça, c'est le premier massacre dont j'ai entendu parler et que je ne connaissais pas. Ensuite, il y a une petite dame que j'ai rencontrée par un milicien. Ce milicien m'a beaucoup aidé, il m'a fait rencontrer un tas de gens. Et il m'a fait rencontrer vraiment des gens qui ont vu des choses, qui ont subi des choses. Et c'est une petite dame qui était à Yenakevo à l'époque, donc du côté insurgé Donbass, et qui était une survivante du massacre de Communard, dont j'avais absolument jamais entendu parler. Donc, quand elle me raconte ce massacre, notamment comment les Ukrainiens arrivent, comment ils capturent des jeunes hommes, comment ils vont les torturer. Alors, au début, c'est pas très clair parce que ce qu'elle me raconte, ça paraît être dans une autre époque. Un petit peu, je sais pas, guerre de 100 ans, guerre de 30 ans, guerre de religion. Ce qu'elle raconte, c'est vraiment des faits absolument horribles, notamment une femme violée, enceinte, éventrée, des hommes torturés, jetés dans un puits de mine aussi, parce qu'il y a une mine. Et après, j'ai enquêté, j'ai tiré les fils. Donc au départ, j'ai cherché comment dire, des faits historiques sur les unités ukrainiennes pour savoir qui était là, comment ça s'était passé, quelles étaient les unités qui étaient là. Et finalement, j'ai fini par me rendre sur place. Et là, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui m'ont commencé de me parler. Donc après un témoin, j'en ai trouvé 2, puis 3, etc. Justement, pendant votre enquête, vous vous êtes rendu sur des lieux de massacre et de torture. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous décrire déjà ce que vous avez ressenti sur place, dans ces lieux ? C'est absolument horrible. Là, je me suis rendu donc, en juillet 2025 pour la première fois à Communard. Ça a été assez long parce qu'entre-temps, il se passe 9 ans entre le moment où je rencontre la première femme qui me parle de ce massacre. Et en fait, c'est une histoire hallucinante parce que je connais personne. Je viens avec mon ami André et on parle à une dame dans la rue qui tout de suite va nous raconter le massacre. Donc là, on tombe sur une témoin. Et ensuite, elle nous parle d'une maman qui a perdu son garçon et qui nous indique qu'on peut peut-être la trouver. On va dans un magasin, une petite épicerie. Cette dame nous dit elle habite à 50 mètres dans tel immeuble. On frappe et on tombe sur la maman. C'est terrible parce qu'elle ne voulait pas ouvrir la porte. Elle se disait, mais qui c'est ces gens ? On est 11 ans après. Elle a fini par ouvrir la porte et en fait, on fait son interview, entre guillemets, au pas de sa porte, dans le corridor. Elle a peur de nous au départ. Et en fait, tout remonte à la surface. Elle, si vous voulez, cette histoire, elle n'est pas enterrée, c'est bien sûr, parce que quand on a perdu un garçon comme ça, voilà, mais c'est terrible parce qu'il y a de la gêne, il y a de la souffrance, on prend cette souffrance aussi en pleine face. C'est absolument terrible, il faut écouter, il faut être très attentif, faut pas bousculer les gens, il faut vraiment les écouter, il faut poser le minimum de questions, il faut que ça sorte de lui-même. Et c'est vraiment très compliqué parce que son garçon, en fait, il a été capturé. Le pire, c'est qu'en fait, cette femme s'enfuit de la ville et que son garçon de 21 ans qui est dans les milices croit que sa maman est toujours dans la ville. Et lui, re-rentre dans la ville. Alors que sa maman et son frère et son papa sont déjà partis. Et lui, il tombe dans un piège et il sera dénoncé et arrêté. Il est attaché entre 2 arbres. Alors, l'endroit, en plus, je l'ai vu, c'est toujours pareil. Il y a une maison commune, comme une maison de la culture, une salle des fêtes. Entre 2 arbres, ils l'ont attaché, ils lui ont coupé les oreilles, ils l'ont battu, ils l'ont ensuite fusillé et jeté dans une mine. Mais le même jour, ils ont aussi traîné un autre jeune homme derrière une voiture avec un câble jusqu'à que mort s'en suive. Et je ne sais pas combien il y a eu de morts. Et les 3 dames
Donc cette maman, plus cette femme dans la rue, plus cette témoin que j'avais rencontrée il y a 9 ans, m'ont toutes les trois parlé de cette femme enceinte, éventrée, etc. Alors là, c'est terrible parce au départ, on se dit, mais est-ce que ça s'est pas sorti de l'imagination de ces gens? Alors quand il y a une personne, il y a le doute, mais quand on a trois, et qu'on rencontre évidemment avec autant d'années de différence, etc., enfin, c'est réel. Là, actuellement, je cherche des renseignements sur cette jeune femme. C'est une histoire terrible parce que son mari l'a confiée aux soldats ukrainiens en disant « Sauvez ma femme, faites-la sortir de la ville ». Et c'est eux qui l'ont tuée, violée, éventrée. C'est absolument terrible. Et dans cette mine, l'OSCE est venu, des gens de l'ONU, des gens du service des droits de l'homme de la RPD. J'ai eu beaucoup de films à l'époque russes, mais tout est resté opaque du côté occidental. C'est peut-être ça le plus terrible parce que c'est des morts qui sont niées, qui n'existent pas. Alors là, et cette femme, en fait, c'est ce qu'elle me racontait. Elle me disait, mon garçon n'existe plus que dans ma mémoire, et en fait, il ne s'est rien passé. L'OSCE lui a donné des papiers, il y a eu des constats, j'ai vu des photos, d'ailleurs, les médias russes ont filmé à l'époque les cadavres, etc. Et je n'ai pas pu aller plus loin, la mine est fermée, je ne sais même pas combien ils ont tué de gens, et tout a été finalement nettoyé par l'OSCE. Et donc cette femme, je surgis comme un fantôme pour lui rappeler son fils, donc 11 ans après. Donc imaginez un peu le choc, et elle se demande qui on est, et au départ elle ne me croit pas, puis ensuite elle me dit mais je vous connais, j'ai entendu parler de vous. Ouf. Ce qui fait que quand puis mon ami Andrei qui était russe était là pour la rassurer aussi, et parce qu'elle se demandait au départ ce que j'allais faire en fait de ça. Et ce qui est très, très émouvant, c'est qu'elle m'a dit mon fils a été dénoncé, je sais qu'il a dénoncé, mais je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Oh, ça, c'était assez terrible. Elle me dit parce qu'il a été lui-même torturé et il a lâché une liste de noms. Voilà. Mais ça, c'est quand même terrible et une leçon d'humanité. Et elle m'a dit, elle a compris ce que je voulais faire en fin de compte. Elle espère qu'un jour, en fait, ceux qui seront condamnés, ce seront les bourreaux. Mais elle n'a pas d'espoir. Et c'est ça le plus terrible, c'est de se dire, mon fils a été tué par des assassins, mais il n'y a jamais y aura de justice sur Terre. Ça, c'est terrible. Justement, ces bourreaux, comme vous dites, qui ils sont en fait, qui donne les ordres des tortures et des massacres, d'où viennent les ordres, comment ça s'organise en fait? Est-ce que vous avez pu avoir des informations à ce sujet? En 2014, c'est évidemment la formation des bataillons de représailles dont on a déjà parlé avec Omerta, qui fait que ces bataillons sont politisés pour certains d'entre eux. Les plus connus, bien sûr, il y a Azov, que tout le monde connaît, mais il y en a plus d'une centaine en fin de compte. C'est terrible hein, parce que finalement aussi, les assassins ont disparu. On connaît que ceux d'Azov, on connaît plus que ceux d'Azov, mais en réalité, il y en a eu beaucoup. Et ces bataillons sont des unités bandéristes hyper idéologiques, qui ont une haine de la Russie, des Russes, et qui donc se comportent comme les nazis se sont comportés avec des populations qui considéraient comme des sous-hommes. C'est la même chose. Et les ordres ne sont pas forcément donnés. Dans le cas de Mariupol, si, il y a le SBU qui est derrière, il y a la volonté de faire peur. Odessa et Mariupol, on veut faire des exemples, le pouvoir ukrainien laisse faire. Dans certains autres, je pense que c'est les cas de Communards, c'est les unités elles-mêmes qui vont déraper. Et cette femme dont j'ai parlé, cette maman, elle m'a raconté un truc terrible, c'est que quand ils sont sortis de la ville, vous vous souvenez, le fils revient pour la sauver, mais elle a réussi à partir. La ville, en fait, c'est un chaudron. Les Ukrainiens sont encerclés, ils sont 3 ou 4 000. Et un officier à un bloc-poste la renvoie à l'arrière en lui disant de toute façon, que vous passiez d'un côté ou de l'autre, on vous tirera dessus, c'est trop dangereux, je ne vous laisse pas passer. Et elle lui demande comment elle peut faire pour s'en aller. Et l'officier ukrainien, qui était d'une unité, on va dire, régulière, qui n'était pas bandérisé, parce qu'il y a aussi cela, lui dit, je vous conseille, madame, de partir le plus vite que vous pourrez, par tous les moyens que vous pourrez, et sans mon autorisation, en gros. Parce que derrière moi, il arrive des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas voilà, des soldats. Non. Et sous-entendu, en fait, il l'a mis en garde en lui disant, ceux qui arrivent derrière nous, Pravi Sector, etc., Haïdar, ce n'est pas les mêmes.
et partez tant que vous pouvez. Donc, même dans l'armée ukrainienne, il y avait quand même une conscience réelle, et déjà dans ces officiers, que derrière, il arrivait par exemple comme au temps de l'Allemagne, je ne sais pas, les SS, la Gestapo, les Einsatzgruppen et les commandos spéciaux. Est-ce que vous pensez que ces personnes, justement, ces bourreaux, comme vous l'avez dit, c'est le synonyme, je pense, qui convient le mieux, pourront être jugés un jour? Parce qu'il y a tellement de personnes, ceux qui sont connus, où les noms vont sortir, ceux qui vont réussir à se cacher dans l'ombre. Est-ce qu'un jour, il y a la possibilité de faire un jugement correct? Et est-ce que, à votre avis, ça sera fait un jour? Ça va être un combat épique. Parce que, par exemple, en 2016, j'ai aidé la RPD et aussi une délégation française avec un avocat qui s'appelait Jean-Josy Bousquet, du barreau de Bordeaux, et qui était venu justement pour ces questions-là. Il a rencontré des avocats de la RPD et les services des droits de l'homme. Il est reparti avec plus de 12 kilos de documents de crimes de guerre. À l'époque, c'était 1500 crimes, mais je sais qu'il y en avait plus de 20 000, donc il n'avait qu'une partie. 20 000, vous imaginez, Et en plus, on nous parle, si vous voulez, d'un chiffre de 15 000 victimes. Souvent, il y a ce chiffre, voilà, dans le Donbass, il y a eu 15 000 morts. Non, il n'y a pas eu 15 000 morts. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, il est reparti en France. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Et je sais que tout est bloqué à la Cour européenne des droits de l'homme à La Haye, parce qu'il y a le narratif propagandiste européen et pro-ukrainien. Donc, tant que la guerre ne sera pas finie, tant qu'il ne sera pas passé du temps, que le narratif ne sera pas finalement accepté par tout le monde et que la vérité ne sortira pas, eh bien, on aura un phénomène qui sera même pire qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que dans les années 60, il y a des chasseurs de nazis, entre guillemets, et quelques juges allemands ou dans le monde, et qui vont commencer à poursuivre ces fameux bourreaux. Mais on est 20 ans après. Et comme vous savez, ça a duré très longtemps et on en a arrêté dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010. Les derniers poursuivis, c'est là et c'était des vieillards. Et je pense malheureusement que ce sera à peu près la même histoire, peut-être même plus compliquée. Parce que là, évidemment, l'Occident lui-même n'est pas dans le camp des vainqueurs de l'Allemagne nazie, il est dans le camp de l'Ukraine et des bourreaux. Donc là, c'est pas la même chose. Vous nous aviez également déjà parlé aussi d'une forme de déshumanisation qu'on voit à travers directement les bourreaux, mais aussi à travers les personnes civiles, quelque part, qui savent ce qui se passe, mais qui n'agissent pas directement, mais qui vivent en fait en ayant conscience de certaines choses. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport à ça? Oui, j'en ai quelques-unes, mais revenons à cet officier ukrainien. Lui, il sait ce qui se passe. Déjà, il sait, mais il ne fait rien, quelque part. Parce que, quelque part, ça commence par la peur. Donc, quand on est dans cette armée, par exemple, je ne sais pas, Waffen-SS et Wehrmacht, on peut imaginer que dans la Wehrmacht, il y avait quand même des officiers qui se disaient « là, on va trop loin ». Cependant, on sait très bien qu'ils n'ont absolument rien fait. Donc déjà, ça commence par là. C'est-à-dire que ces bandéristes, la bandérisation est tellement forte et ils savent ce qui va se passer, mais voilà, on ferme les yeux. Ça, c'est déjà, je pense, je ne veux pas charger ces gens-là, mais quand même, il faut. Là, il y a un point de conscience qui est énorme, et chacun va réagir de manière différente. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est les femmes du SBU dans les états-majors où je suis allé. En fait, ce qui m'a marqué, c'est que dans ces états-majors, imaginez un bâtiment qui fait 5 étages avec la cave. On torture dans la cave, on fusille. J'ai vu ces caves avec les impacts de balles, je l'ai déjà raconté. Et au-dessus, alors le bâtiment a été détruit par les combats, on l'a visité pendant 5-6 heures, on a fait les deux états-majors, celui de l'oblast, celui de la ville, de Mariupol. Alors, oblast comprend toute la RPD, en fait. Parce que finalement, ils n'ont pas Donetsk, donc ils avaient mis cet état-major à Mariupol, seconde ville en importance de la République. Ce qui m'avait choqué, c'est de comprendre que dans un bâtiment pareil, il y a plein de bureaux et il y a plein de petites dames. Et alors ça, c'est très, comment dire, russe, ukrainien, je sais pas. J'ai jamais vu ça en France. Hein. Mais ces dames venaient au travail avec des chaussures de ville et leurs escarpins étaient au travail. Et quand on a visité ces ruines et fait tous les étages un par un et tout retourné pour fouiller, j'ai vu toutes ces chaussures.
ces belles chaussures. Et j'imaginais les petites dames, en gros, apprêtées, maquillées, manucurées. Et là, on se dit, mais comment est-ce possible qu'elle ne savait pas ce qui se passait dans la cave? C'est évidemment impossible. En plus, elle devait taper les rapports. Donc là, ça implique qu'il y a toute une organisation, une administration qui sait. Donc il y a les bourreaux, bien sûr, eux, ils torturent, voilà. Il y a les officiers, il y a les ordres qui sont donnés, puis ensuite, il y a ceux qui tapent les papiers. On peut imaginer que ça part à Kiev dans le ministère. Le SBU, c'est les services spéciaux de l'Ukraine, le ministère de l'Intérieur, et actuellement, voilà, il y a des chefs, des gens importants. Donc toute la chaîne sait, en fin de compte. Mais l'idée que ces mères de famille, parce qu'elles sont certainement presque toutes mères de famille, ces petites dames avec les escarpins, ça m'avait choqué, je pense parfois à elles, en me disant, mais elles sont aussi criminelles que les hommes qui torturaient en bas. Quelque part, imaginez comment vous pouvez rester dans un tel travail et taper, par exemple, les rapports, comment dire, les faux rapports des interrogatoires. Parce qu'évidemment, la torture n'est pas racontée, mais elles savent très bien ce qui se passe en bas. Alors peut-être qu'elles vous diront, je suis jamais descendu à la cave, j'ai quand même un doute. Et même si elles ne sont pas descendues, j'ai vu, il y avait des cages en métal avec des barreaux au rez-de-chaussée pour les premiers arrêtés, si vous voulez. Et dans la cave, il y avait les cachots, etc. On ne me fera pas croire qu'elles ne savaient pas. Ça, c'est absolument terrible parce que ce sont des femmes. On me dira, mais pourquoi elles peuvent être aussi cruelles que les hommes? Non, non, les hommes sont massivement, les assassins sont massivement les bourreaux. On ne connaît pas tellement. Si, il y a des bourreaux, des Allemandes, on sait, dans les camps, mais c'est quand même plutôt rare. Mais là, de penser que voilà, c'est toute une organisation, elle participe finalement à ce crime. Et on peut imaginer que dans une unité comme Haïdar ou Azov ou Dniepr 1 ou 2 ou n'importe laquelle, et il y a aussi des infirmiers, il y a aussi des services sanitaires, il y a aussi. Enfin voilà, les gens qui sont autour, même s'ils ne torturent pas, ou fusillent pas, ou ne s'en prennent pas aux populations, ils savent, et c'est forcé. Et derrière, c'est un peu la loi du silence, une omerta terrible. Soit parce qu'ils acquiescent, soit parce qu'il y a un phénomène où je pense où ils déconnectent dans le cerveau quelque chose qui est mis au plus profond de leur conscience, enterré quelque part. Je ne sais pas comment ils peuvent vivre avec ça. Il faut penser que ce n'est pas seulement des hommes qui font du mal à des gens. Il y a tout ça aussi. Oui, ils peuvent être aussi un peu... alors ça ne justifie rien, bien sûr, mais ils déconnectent par la peur. En fait, c'est une façon d'être un peu du côté où ils ne vont pas souffrir eux, ce qui est très égoïste, mais inhumain à ce stade-là. C'est totalement dans notre sujet, c'est de la déshumanité. Et ça ressemble quand même beaucoup à des comportements qu'on a pu voir pendant la Seconde Guerre mondiale, finalement. Tout à fait, dans l'idée aussi que on saura évidemment que si l'Ukraine était battue complètement, je ne pense pas que ça aura lieu, je l'espère quand même, mais bon. Toutes ces archives montreront quand même une sacrée organisation. En 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des sortes de commandos de la mort qui attachaient des pères de famille ou des femmes à des lampadaires ou du mobilier urbain et qui étaient fouettés avec des baguettes. Ils étaient déculottés et c'était assez terrible. Là, on est aussi dans une forme de torture et on montre finalement à toutes les villes d'Ukraine, on terrorise les Russes ethniques, si vous vous rebellez, voilà ce qui va vous arriver. Et à Odessa, Nikolaïev, en 2022, ils ont envoyé notamment la Légion unie du Caucase, donc des Géorgiens, avec d'autres voilà, mercenaires de cette région, faire des rafles. Donc là, en plus, ce sont des étrangers. Alors, le plus terrible, c'est qu'ils ont été, ces gens-là, s'emparer des biens des victimes. Il y a des photos où ils les chargent dans des camions, ils les emmènent quelque part. Bon, imaginez que là, c'est un aller sans retour. Hein. La fameuse corvée de bois pendant la guerre d'Algérie. Et ces gens, en plus, il y a un côté criminel ici. Et les nazis faisaient la même chose, dépouiller les victimes jusqu'à leurs dents, comme vous savez. Alors évidemment, on n'est pas dans l'échelle de crimes de masse pour la guerre du Donbass et d'Ukraine, mais quand même, on retrouve tout ce qu'on a vu également, par exemple, dans le conflit yougoslave,
ou même en Syrie ou dans tous ces conflits terribles où il y a un aspect aussi guerre civile qui s'ajoute. Donc on a des haines qui s'ajoutent à d'autres haines. Alors ça fait plusieurs années maintenant que vous enquêtez sur toutes ces choses abominables. Quelle conclusion vous tirez un peu de tout ça et en quoi vous espérez que cette enquête puisse aider? Quel serait l'objectif de cette enquête finalement? En réalité, j'ai un projet qui est réel. On est une petite dizaine qui s'appelle Projet Camille Desmoulins 3, pardon. Non, 3, pardon. J'ai fait le premier en 2012, c'était un groupe d'observation des médias français. On a fait la même chose en 2022 et le projet Camille Desmoulins 3, c'est ça. En réalité, on veut les poursuivre. C'est-à-dire que l'idée, là, je cumule, j'ai déjà à peu près 300 criminels de guerre listés dans cette liste-là. Et après la guerre, il va falloir faire bouger les lignes. Pourquoi? Parce que après 2022 et même avant, il y a eu des gens, comme j'ai parlé des Géorgiens, mais il y a eu dans la liste, il y a aussi des Français, par exemple, des mercenaires français. Donc, c'est en fait des crimes qui sont, entre guillemets, commis par beaucoup de personnes venant de pays très différents. Donc, pour aller les chercher, évidemment, là, il va falloir des gens, et je pense que c'est même sûr, on les pourchassera. Alors, non pas pour leur faire du mal, dans le même esprit que Simon Wiesenthal, il y a une phrase que je dis tout le temps de lui, il disait « Justice n'est pas vengeance ». Il ne s'agit pas d'être ici dans la vengeance, il s'agit d'être dans la justice, et qu'il soit jugé devant celle des hommes, avant de l'être devant celle de Dieu, évidemment. Mais ça va être pas facile. Et j'ai posé la question au chef de la région de Lugansk en janvier 2024. Je lui ai demandé si la République de Lugansk avait l'intention de poursuivre les criminels après la guerre. La réponse a été oui. Là, dernièrement, vous vous souvenez que dans le plan Trump de paix, qui est d'actualité, puisqu'on est en plein dedans, il y avait dans les 28 points, il y en a un qui disait amnistie pour tout ce qui s'était passé. Alors pour moi, ça, c'était le truc inacceptable. Et que les Russes, à mon avis, n'accepteront jamais. C'est inacceptable de penser que voilà, on gomme tout, on efface, et après, il y a les mamans, après, il y a les mères, il y a les femmes, il y a les épouses. On leur dira, rentrez chez vous. Votre mari, votre fils, etc. est mort pour rien, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. C'est absolument terrible. C'est les tuer une deuxième fois. Et pourtant, c'est déjà arrivé dans d'autres circonstances, dans d'autres conflits, c'est déjà arrivé, donc c'est pas impossible que ça arrive aussi là pour ces sujets. L'amnistie générale, les conventionnels pendant la Révolution, dans la dernière tenue de la Convention nationale de mémoire en octobre 1795, se sont amnistiés eux-mêmes pour tous les crimes qu'ils avaient commis. C'est incroyable, mais voilà. Là, c'est pas pareil parce qu'il y a l'Ukraine et la Russie, le Donbass. J'espère que ça ne sera pas. Et même si cela était, de toute façon, il faudra qu'on continue. Pour eux, pour la mémoire de ces gens, et aussi le plus important, c'est au-delà de la cause que j'ai embrassée, pro-russe, etc. Je ne m'en cache pas. Ici, il est question de l'humanité elle-même, de la dignité humaine et de la mémoire de ces gens, et clairement aussi de passer un relais à nos enfants. Alors bien sûr, c'est peut-être très naïf et utopique, puisque dans toutes les guerres, on voit que ça se répète, dans l'espoir qu'un jour, quand même, ces tribunaux, on a parlé de Nuremberg comme étant le tribunal ultime, que ça serait fini, il n'y en aurait plus. Et non, ça existe. Alors, il y a la cour de la Haye, mais on voit très bien qu'elle ne fonctionne pas. Il faut une entité multipolaire, où là, on irait beaucoup plus haut et qui ne serait pas, par exemple, à La Haye, à Washington ou à Genève, et qui serait dans un pays non aligné, un pays neutre, et où clairement, il y aurait des gens et des juristes honnêtes qui, dans une pure neutralité, s'intéresseraient à tous ces criminels, quels qu'ils soient, et de quelques pays dont ils viennent, et de quel conflit dont on parle. Voilà, c'est l'idée. Mais est-ce que ça existe encore finalement? Est-ce que ce conflit il a pris tellement d'ampleur? Est-ce qu'on a encore des pays vraiment totalement neutres, sans aucun intérêt, avec ne serait-ce que l'Ukraine ou la Russie ou
ou l'Union européenne ou les États-Unis? Oui, il y en a beaucoup, parce que quand il y a quand même tout le monde multipolaire, c'est quand même la grande masse de l'humanité quelque part. Si on prend rien que l'Inde ou la Chine ou encore le Brésil ou même des pays africains, il y a des grands pays africains, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc. On a les moyens, mais il faut que la communauté internationale dépasse. Je pense que l'ONU ne fonctionne plus. Voilà, ses missions on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il faut tout révolutionner ici. Que l'on parle de l'ONU, l'OTAN doit disparaître, ça en est clair. Mais l'humanité doit essayer de définir une entité multipolaire, justement, un tribunal qui ne soit pas dans les mains des bourreaux. Parce que là, pour le coup, les tribunaux, ils sont dans les mains des bourreaux, quoi. Et ça, c'est assez terrible. Parce que, par exemple, je cite l'Irak. Mais les criminels, vous vous souvenez de l'épisode de Guantanamo, etc., de ces criminels de guerre américains? Bon, ils ont été jugés, soi-disant. Je voudrais bien quand même, alors je ne suis pas un spécialiste, mais je suis assez persuadé quand même que ici, les condamnations n'ont pas été ce qu'elles devaient être. Et par exemple, la Serbie, on a condamné sévèrement les Serbes et les Croates et les Bosniaques. Bon, et je ne parle même pas du Kosovo. Enfin, bon. Voilà, donc il y a un problème ici. Très grand, important. Et pour ça, l'espoir, c'est évidemment des gens, des hommes de pouvoir. Seuls les hommes de pouvoir qui sont au-dessus de l'état profond peuvent nous aider à faire ça. Et la victoire russe, peut-être, arrivera à bouger des lignes. Et puis, de toute façon, c'est pas entre les mains que de la Russie. Mais hélas, nous, en France, bien sûr, on vous dira, ces crimes n'existent pas. Il n'y a pas besoin de les juger, puisqu'ils n'existent pas. Pourtant, ils existent et ils sont très nombreux. Ça, c'est assez... Franchement, il y a des fois, je vis avec une armée de fantômes. Mais ça ne me fait pas peur. Bon, des fois, c'est difficile, mais c'est quand même une sacrée cause, une sacrée motivation dans notre siècle. Parce qu'en France, si on vous parle de ce genre de problème, les gens vont mettre ça sous le tapis, ils sont dans un petit confort. Venir leur raconter pour casser tout ce narratif que ça existe, que ça a eu lieu, oh là 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 là, on vous dira propagande russe. Mais imaginez par exemple les négationnistes allemands, enfin les négationnistes en général, aujourd'hui ils vous disent non mais non, les Allemands c'est pas vrai, ils ont tué personne, les chambres à gaz n'ont jamais existé, etc., etc., etc. Et là je suis sûr qu'on partirait dans un caniveau qui est absolument abominable, où en plus les victimes sont niées et finalement aussi réduites. Par exemple, on ne parle plus que des juifs, alors qu'en fait finalement il y a tous les autres. Et ils sont très nombreux. Et là, en plus, dans le monde, il y a une échelle des morts. C'est-à-dire il y a ceux qui sont les gentils morts et les autres qu'il faut oublier. Et ça, c'est pas acceptable. Bien, pour terminer cet entretien et cette série d'épisodes, si vous deviez, la fameuse question, choisir un mot qui résume un petit peu votre travail en général, quel mot vous retenez de toute cette enquête que vous avez fait sur ces années? La question est difficile parce qu'il y en a plusieurs qui me viennent. Je parlais de Simon Wiesenthal, justice n'est pas vengeance. Il n'y a pas eu de justice pour ces gens. Justice pour ces gens. Eh bien, Monsieur Braillard, merci beaucoup d'avoir été avec nous une nouvelle fois et de nous avoir partagé tous ces témoignages et votre analyse. Et puis, on suivra de près votre travail et on vous retrouvera quand même prochainement dans un entretien Omerta. Merci à vous. Beaucoup. C'est toujours un très grand plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.